On dit que bien vivre est la meilleure des vengeances. Mais parfois, détruire la personne qui vous a brisé est la seule façon de guérir. Nicolas Delacour pensait que sa femme, Léa, n'était qu'une orpheline silencieuse, sans un sou, le genre de présence discrète qu'on peut laisser derrière soi une fois qu'on a gravi les échelons. Il l'avait épousée pendant qu'il montait, pendant qu'il construisait son image, pendant qu'il apprenait à parler comme un homme destiné aux plateaux télé et aux introductions en bourse. Et quand il avait jugé qu'elle ne servait plus son ascension, il avait fait ce que font les prédateurs élégants, il l'avait dépouillée sans se salir les mains. Il avait volé ses idées. Il avait vidé son compte. Il avait pris son travail et l'avait estampillé de son nom. Et il l'avait laissé sur le trottoir pour une maîtresse plus jeune. Il croyait lui avoir tout pris. Mais il y avait une chose qu'il n'avait pas vérifiée, l'acte de naissance de Léa. Il ignorait que l'épouse sans-abri qu'il venait d'expulser était l'unique sœur de l'homme sur le point de racheter toute son entreprise. Et le jour de paix c'était aujourd'hui. Le grattement du stylo sur le papier claqua comme un coup de feu dans le silence stérile de la salle de réunion. C'était fait. Nicolas Delacour reboucha son stylo waterman à un cadeau que Léa avait économisé pendant 6 mois pour lui offrir, 5 ans plus tôt, puis fit glisser les papiers du divorce sur la table d'acajou. Il ne la regarda pas. Il regarda sa montre, une Cartier Santos en platine, vérifiant l'heure comme s'il était en retard pour une réservation au déjeuner plutôt que d'achever 10 ans de mariage. C'est généreux, Léa, dit Nicolas, d'une voix lisse, travaillée. La voix d'un homme qui avait passé la dernière décennie à charmer les investisseurs et poignarder ses associés. Tu gardes la Peugeot. Tu gardes tes effets personnels. Moi, je prends le portefeuille, le Massagord, et les droits de propriété intellectuelle du projet Égide. Léa resta immobile, comme si quelqu'un avait retiré l'air de la pièce. Le dossier en cuir de la chaise lui glaçait le dos. Elle paraissait minuscule dans l'immense salle du conseil de Delacour Technologies, l'entreprise qu'elle avait bâtie avec lui, depuis le sol, pierre après pierre, jusqu'à ce que son nom à lui soit collé sur la façade. Le projet Égide n'était pas qu'un dossier juridique, pas qu'une ligne sur un contrat. C'était son code. C'était l'algorithme qu'elle avait écrit tard dans la nuit, pendant que Nicolas faisait du réseau, ce qui, elle le savait à présent, voulait dire coucher avec Chloé, sa directrice RP de 24 ans. Nicolas, souffla Léa. Sa voix tremblait. Pas de tristesse. D'un choc si profond qu'il ressemblait à une paralysie. Cet algorithme est à moi. Et la maison, l'héritage de ma grand-mère, a payé l'apport. Tu ne peux pas juste. Si, je peux. Nicolas la coupa. Il la regarda enfin. Ses yeux étaient d'un bleu glacé, sans la moindre trace de la chaleur qu'elle avait cru y voir autrefois. Il fit un signe à son avocat, un requin nommé maître Nathanaël Moreau, du cabinet Beaumont et Associés. Le contrat prénuptial que tu as signé était très complet, dit Nicolas. Et concernant la propriété intellectuelle, tu l'as développée en étant employé par Delacour Technologies. En tant que PDG, j'en suis propriétaire. Quant au MAS, l'acte est dans une fiducie. Ma fiducie. Il se leva et boutonna sa veste sur mesure comme on referme une porte. Accepte-le, Léa. Tu es un handicap. Il prit une inspiration courte, impatiente, comme si la scène devait se terminer vite. Tu ne corresponds pas à l'image dont j'ai besoin pour l'introduction en bourse. Les investisseurs veulent de la jeunesse, de la vitalité. Ils veulent un couple de pouvoir, pas ça. Il fit un geste vague vers son cardigan simple et son jean. Le genre de vêtement qui ne pose pas sur un tapis rouge. Le genre de vêtement qui dit « Je travaille pendant que tu joues ». Léa sentit quelque chose se fendre en elle, non pas en pleurs, mais en colère. « C'est moi qui t'ai construit, dit-elle, la voix montant. Quand on s'est rencontrés, tu servais en salle au bistrot Le Relais. Je t'ai appris à coder. J'ai écrit tes lettres de candidature pour l'école de commerce. » Elle inspira, et les mots sortirent comme une vérité qu'elle avait ravalée trop longtemps. « Je suis resté dans l'ombre pour que tu brilles. » Nicolas rit. Un son sec, cruel. « Et c'est là que tu dois rester, Léa. Dans l'ombre. » Il jeta un regard vers la porte, déjà ailleurs. « La sécurité va te raccompagner. Tu as 1 heure pour vider ton bureau. Ne fais pas de scène. C'est embarrassant. » Puis il sortit sans se retourner. Léa ne pleura pas. Pas encore. Elle se leva mécaniquement,
comme si son corps connaissait la procédure même si son esprit refusait d'y croire. Elle marcha jusqu'à la fenêtre du 40e étage et regarda la Défense s'étirer sous un ciel gris, les tours avalées par la pluie, les toits luisants comme de la tôle. La pluie fouettait la vitre. Elle avait 400 sur son compte courant. Elle n'avait pas de travail, ayant, techniquement, été consultante pour Nicolas sans salaire depuis 3 ans, pour économiser l'argent de l'entreprise. Elle avait 32 ans. Et on venait de l'effacer. Dans son bureau, elle rassembla ce qu'on laisse à une personne quand on lui a déjà pris tout le reste. Un carton. Un rectangle de carton brun qu'on remplit en silence. Une photo de ses parents, morts quand elle avait 4 ans. Une rose séchée de leur premier rendez-vous. Une balle anti-stress. Ses doigts tremblaient, mais elle s'obligea à mettre chaque objet dans le carton, un par un, comme si l'ordre pouvait empêcher la chute. Dans l'encadrement de la porte, Chloé apparut. La jeune femme s'adossa avec la facilité insolente de quelqu'un qui sait qu'elle est du bon côté de la porte. Elle sirotait un jus vert. « Assure-toi de laisser l'ordinateur portable de l'entreprise, » dit Chloé, un sourire étiré aux lèvres. Nicolas en a besoin pour la présentation à Paris la semaine prochaine. On vole en première, Air France la première. On dit que le champagne est à tomber. Léa leva les yeux vers elle. Elle la regarda vraiment. Le visage lisse, la jeunesse, l'assurance. Il te fera la même chose, Chloé, dit Léa, calmement. Dès que tu auras servi. Chloé éclata de rire. Peu probable. Je ne suis pas un paillasson. Salut, Léa. Et elle s'en alla comme on referme une parenthèse. 2 semaines plus tard, Léa vivait dans un hôtel bon marché à Aubervilliers, un endroit qui sentait la cigarette froide et le produit citronné. Les murs étaient trop fins. Les draps trop rêches. Le bruit de la ville montait comme une fatigue permanente. La généreuse pension que Nicolas avait promise était bloquée dans des procédures administratives. Sa conseillère d'aide juridique gratuite lui traduisit la formule sans détour. Ça veut dire qu'il va vous saigner en frais de justice avant que vous ne voyiez un centime. Léa postula partout. Mais Nicolas l'avait blacklisté. Dans ce milieu, son entreprise était partout. Son nom ouvrait des portes. Et sa version des faits, distribuée comme une rumeur officielle, collait à la peau. Il l'avait décrite comme instable. Ex-femme jalouse. Saboteuse. Elle était radioactive. Un mardi soir, il pleuvait encore. Léa était assise dans une brasserie, les mains autour d'un café tiède, regardant une télévision accrochée dans un coin. Les images défilaient sans qu'elle les cherche, parce que c'est ce que font les écrans, ils trouvent les gens même quand les gens essaient de disparaître. Sur BFM Business, rubrique technologie, le présentateur rayonnait. Et enfin, la licorne de l'année. Delacour Technologies s'apprête à entrer en bourse le mois prochain, valorisée à 4 milliards de dollars. Son PDG, Nicolas Delacour, est salué comme le visionnaire de la décennie pour son algorithme révolutionnaire, Égide. Léa sentit son estomac se retourner. L'écran coupa sur Nicolas. Il avait l'air doré, bronzé, debout sur le pont d'un yacht à Cannes. L'air de quelqu'un qui n'a jamais eu froid, jamais eu faim, jamais eu peur. Chloé était pendue à son bras, portant un collier de diamants qui coûtait plus que tous les revenus de Léa réunis. Tout est une question de vision, disait Nicolas à la caméra. J'ai passé des années dans mon garage à coder ligne par ligne. C'est une question de sacrifice. J'ai dû couper le poids mort dans ma vie pour pouvoir vraiment m'envoler. Poids mort. Le mot entra en Léa comme un coup. Il effaçait son histoire. Il volait son génie. Et le monde l'applaudissait pour ça. Elle posa le café. Elle se leva. Elle sortit de la brasserie et marcha à l'aveugle sous la pluie. L'eau coulait dans son cou, sur ses poignets, dans ses chaussures. Elle ne s'en souciait pas. Ce qui la noyait n'était pas la pluie. C'était le creux noir qui s'ouvrait dans sa poitrine. Elle n'avait plus de famille. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture en Dordogne quand elle était toute petite. On l'avait placée en famille d'accueil. Ballottée. Réassignée. Jusqu'à ce qu'elle devienne majeure et qu'on lui dise, d'un ton administratif, que le système avait fini avec elle. Nicolas avait été la première personne en qui elle avait vraiment eu confiance.
Elle glissa la main dans sa poche et sortit son téléphone. Un seul contact était enregistré, un numéro qu'elle n'avait jamais appelé. Ce n'était ni une amie, ni un avocat. C'était un numéro qu'elle avait trouvé 3 ans plus tôt, caché dans une boîte d'affaires de sa mère, récupérée dans un box de stockage en Dordogne. Dans la boîte, il y avait une lettre manuscrite, adressée à Stéphane. Des mots simples. Sans emphase. S'il nous arrive quelque chose, trouve-le. Il est ton frère. Il a été emmené par son père, mais il est ton sang. Léa avait été trop fière pour appeler. Elle voulait y arriver seule. Elle voulait être une femme qui réussit sans béquille. Elle voulait être Léa Morel, épouse de la cour, grande figure de la tech, celle dont on parle dans les magazines. Mais, Léa Morel était morte. Elle composa le numéro. Une sonnerie. 2. Bureau privé Valmont, répondit une voix française, nette, professionnelle. Qui est à l'appareil? Léa eut l'impression que sa gorge se refermait. Je dois parler à Stéphane de Valmont, balbutia-t-elle. Monsieur de Valmont ne prend pas d'appel non sollicité. Merci d'envoyer votre demande. Dites-lui que c'est Léa, coupa Léa, la voix se brisant. Dites-lui que j'ai les yeux de sa mère et que je n'ai plus rien. Silence. Un silence long, lourd, comme si quelqu'un avait posé un poids sur la ligne. Ne quittez pas. 30 secondes plus tard, une voix grave prit la communication. Un tonnerre enveloppé de velours. Léa, c'est Stéphane? Où es-tu? La voix était urgente, tendue. Pas une voix de protocole. Une voix de sang. Léa cligna des yeux, surprise par la brutalité de l'émotion qui la traversa. Je suis à Aubervilliers. Dans un hôtel. Reste là. Ne bouge pas. J'arrive. Tu es à Paris. Je suis partout, Léa, répondit-il. Donne-moi 20 minutes. 20 minutes plus tard, la voiture qui s'arrêta devant l'hôtel délabré n'était ni un taxi, ni un VTC. C'était un cortège. 3 DS7 noires aux vitres teintées, et une DS9. Les habitants regardaient derrière leurs rideaux. Des silhouettes sur le trottoir se dispersèrent. L'air changea. Comme si l'argent avait une odeur. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était de l'argent dangereux. La portière arrière de la DS9 s'ouvrit. Un homme descendit. Grand. Massif. Dans un costume Tom Ford anthracite qui lui allait comme une armure. Ses tempes grisonnaient à peine. Et ses yeux noisettes la même teinte exacte que ceux de Léa. Stéphane de Valmont. Milliardaire. Propriétaire du groupe Valmont. Un homme dont le nom circulait dans les cercles d'affaires comme un avertissement. On disait qu'il possédait des lignes maritimes à Marseille, des mines de lithium dans le Massif central, et de l'immobilier à Paris dont la valeur faisait tourner la tête. Dans le milieu, on l'appelait le faucheur. Il ne se contentait pas d'acheter des entreprises. Il les démantelait quand elles le décevaient. Il ignora la pluie, ignora les gardes du corps avec des parapluies, et marcha droit vers Léa, qui tremblait sous l'auvent. Il s'arrêta à 2 pas. Il la regarda comme on regarde un visage qu'on cherche depuis trop longtemps, un visage qu'on ne croyait plus réel. Il étudia ses traits, comme s'il cherchait le fantôme d'une femme qu'il avait à peine connue. Puis il le vit. Léa, dit-il doucement. La voix de Léa sortit en murmure. Je ne savais pas si tu étais réel. Je t'ai cherché. J'ai vu les magazines. Je ne pensais pas que tu voudrais ça. Elle fit un geste vers ses vêtements trempés, ses baskets usées, son carton de vie réduit à presque rien. Stéphane ôta sa veste et la posa sur ses épaules. Elle était chaude. Elle sentait le bois de santal et un alcool cher. Tu es une Valmont, dit-il. On n'abandonne pas les nôtres. Il la guida vers la DS9. L'intérieur était silencieux, cuir crème, lumière douce, comme si le monde extérieur n'existait plus. Conduisez-la à la Mirande, ordonna Stéphane au chauffeur. Puis il se tourna vers Léa. Il ouvrit une carafe en cristal, lui servit un verre d'eau. Bois. Puis parle. Dis-moi tout. Qui t'a fait ça? Léa tint le verre à 2 mains pour empêcher ses doigts de trembler. Et le barrage céda.
Elle lui raconta tout. Les 10 ans. Le code. Les nuits à dormir sous son bureau pour tenir les délais. La façon dont Nicolas l'avait isolé lentement, comme on serre un œuf. Le divorce. Les moqueries. La pauvreté. Et cette vérité insupportable, Nicolas était sur le point de devenir milliardaire sur le dos de son travail. Stéphane écouta. Il n'interrompit pas. Il ne regarda pas son téléphone. Son visage resta impassible, un masque de pierre. Mais sa main posée sur son genou se contracta, et ses jointures blanchirent. Quand Léa eut fini, elle pleurait, épuisée, vidée. « Je voulais juste que tu saches, renifla-t-elle. Je n'ai pas besoin d'argent. Je ne voulais juste plus être seul. » Stéphane sortit un mouchoir en soie et le lui tendit. « Tu ne seras plus jamais seul, dit-il, la voix baissée d'un ton. Et tu n'auras pas besoin d'argent. Tu as le mien. » Il appuya sur un bouton. « Bertrand. »« Oui, monsieur, » répondit le chauffeur. « Changement de plan. Appelez l'équipe de Paris. Réveillez-les. Je me fiche qu'il soit 3 heures du matin. Mettez l'équipe acquisition en ligne et trouvez tout ce que vous pouvez sur une entreprise qui s'appelle Delacour Technologies. » Léa releva la tête, alarmée. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne peux pas le poursuivre. Il a les meilleurs avocats. Il a le cabinet Beaumont et Associés. » Stéphane laissa échapper un petit rire sombre. Pas un rire amusé. Un rire qui faisait peur. Il se servit un verre. « Les avocats, c'est pour ceux qui respectent les règles, Léa. Moi, je ne respecte pas les règles. Je les écris. » Il la fixa, et pour la première fois, elle vit la ressemblance familiale au-delà des yeux, le regard d'un prédateur. « Nicolas Delacour veut vendre son entreprise, c'est ça ? Il veut entrer dans la cour des grands. » Il fit tourner son verre. « Alors, accueillons-le. Je cherche une nouvelle acquisition technologique. Je pense qu'il est temps que Delacour Technologies rencontre le groupe Valmont. » Une compréhension froide traversa Léa. Nicolas ne savait pas. Il ne savait pas qui elle était. Il ne savait pas quelle était la sœur de cet homme. « Il ne sait pas qui je suis, » dit Léa, à voix basse, comme si les mots étaient dangereux. « Il ne sait pas que je suis ta sœur. J'ai utilisé le nom Léa Dubois sur notre certificat de mariage, parce que je n'ai jamais changé légalement mon nom de famille d'accueil. » Stéphane sourit. Un sourire qui ne promettait pas un procès. Un sourire qui promettait la chute. « Parfait, dit-il. Il se croit requin, Léa. Il va découvrir qu'il nage juste dans mon bassin. » La voiture glissa dans la nuit, vers les lumières lointaines de la ville. « On va l'acheter, » dit Stéphane. « On va le laisser croire qu'il a gagné au loto. On va le monter si haut que, quand il tombera, l'impact le réduira en poussière. » Il tourna la tête vers elle. « Et toi, ma chère sœur, tu seras celle qui le poussera. » Le mois suivant fut un flou d'activités que Léa comprenait à peine. On l'installa dans une suite pentouse à la Mirande. Une équipe de médecins, de nutritionnistes et de stylistes se déversa sur elle. Ce n'était pas seulement pour la rendre belle. C'était une armure. Stéphane lui dit, simplement. « Si tu veux tuer un roi, tu dois ressembler à une reine. » Léa se coupa les cheveux en carrés asymétriques, nets. Elle échangea ses cardigans contre des tailleurs ajustés, des vêtements qui tenaient sur elle comme une décision. Elle apprit à marcher autrement. Non plus avec la démarche pressée d'une codeuse épuisée, mais avec une lenteur glissante, la certitude de quelqu'un qui n'a plus à s'excuser d'exister. Mais le travail le plus important se déroulait ailleurs. Dans la salle de crise du groupe Valmont. Léa s'assit en bout de table, flanquée de Stéphane et de ses meilleurs analystes. Ils disséquèrent Delacour Technologies. « Ici, » dit Léa, en pointant un schéma à l'écran. « L'algorithme Égide a une faille. Nicolas ne le sait pas parce qu'il ne l'a pas écrit. Moi, si. Si vous surchargez la capacité serveur de 300% pendant la phase d'intégration, les protocoles de sécurité s'effondrent. » Stéphane hocha la tête, impressionné. Une porte dérobée. Un interrupteur mortel. Un kill switch, corrigea Léa. Je l'ai mis il y a 2 ans quand il a commencé à devenir distant. Au cas où.
Je n'ai jamais pensé que je l'utiliserais. Stéphane la regarda comme on regarde une arme qu'on vient de comprendre. Brillant, murmura-t-il. Le plan était prêt. Le groupe Valmont, via une société écran appelée Vent Noir Capital, fit une offre à Nicolas Delacour. Une offre impossible à refuser, 5 milliards de dollars pour Delacour Technologies, en gardant Nicolas en PDG avec un bonus de rétention massif. Nicolas mordit à l'hameçon immédiatement. Léa regarda depuis l'ombre, via un flux caméra caché, Nicolas signait les documents préliminaires avec le représentant de Stéphane, un homme nommé Monsieur Laurent Girard. Nicolas souriait. Sûr de lui. Triomphant. Un plaisir de faire affaire avec Vent Noir, dit-il en serrant la main. Vous verrez, notre technologie est sans égale. Nous comptons sur vous, répondit Girard, sec. Le président de notre maison mère viendra pour la signature finale et le gala vendredi prochain. Il exige que tout transfert de propriété intellectuelle soit achevé d'ici là. Entendu, répondit Nicolas. Je vous aurai les clés du royaume. Girard ne sourit pas. Bien. Le président est particulier. Il viendra avec sa coprésidente. Elle supervise l'audit technique. Nicolas leva un sourcil. Elle ? Oui. Elle est très impatiente de rencontrer le génie derrière le code. Nicolas gonfla le torse. J'ai hâte de la charmer. Dans la salle de surveillance, Stéphane se tourna vers Léa. Il n'a aucune idée. Léa fixa l'écran. L'homme qu'il avait jeté comme un déchet. Quelque chose de froid et dur se posa dans son ventre. Pas de panique. Pas de doute. Une certitude. Non, dit-elle. Il n'en a aucune. Stéphane la regarda. Tu es prête pour le gala ? Demanda-t-il. Toute l'industrie sera là. La presse, les investisseurs sa maîtresse. Léa se leva et lissa la jupe de sa robe rouge sang. Je suis prête, frère, dit-elle. Puis, sans trembler. Au travail. La nuit du gala arriva avec cette tension électrique qu'on réserve d'ordinaire aux grands combats, au soir de victoire annoncée, aux cérémonies où l'orgueil se déguise en destin. Nicolas Delacour avait privatisé le Grand Palais pour célébrer l'acquisition imminente de Delacour Technologies par Vent Noir Capital. Il voulait que le monde le voie monter sur le trône. Il voulait que les caméras enregistrent, minute après minute, l'instant où il cessait d'être un homme riche pour devenir un mythe. Dans une suite de l'Hôtel d'Europe, Nicolas se tenait devant un miroir du sol au plafond. Il aimait l'ironie, se préparer dans une pièce conçue pour les commencements, alors qu'il avait l'impression d'avoir enfin effacé son passé. Il ajusta son nœud papillon, soit cousu main à Milan. Il consulta son téléphone. L'action de la Cour Technologie avait bondi de 15% après la clôture, sur la seule rumeur du deal. Il sentit ce frisson qu'il prenait pour du pouvoir, comme si les chiffres sur un écran prouvaient la valeur d'un homme. Dans la salle de bain, Chloé sortit en faisant claquer ses talons sur le marbre. Elle portait une robe argentée scintillante, moulante, dessinée pour capter chaque flash. La robe épousait ses courbes comme une seconde peau, et ses yeux brillaient d'une impatience fébrile. « Nicolas, je suis comment ?» Il la regarda un instant. Pas comme on regarde une femme. Comme on regarde un accessoire. Et il fronça les sourcils. « C'est un peu trop, non ?» dit-il en pinçant une peluche sur sa veste. « On rencontre le président de Vent Noir ce soir. Vieille fortune, fortune européenne. Il valorise la sobriété, Chloé. Essaie de ne pas m'embarrasser. » La confiance de Chloé vacilla, un éclair d'insécurité traversa son visage. « Je voulais juste être belle pour les caméras. » Nicolas soupira comme si elle avait posé une question stupide. « Souris, et ne bois pas trop de champagne. Et s'il parle du calendrier de développement d'Égide, tu ne dis rien. Tu es la directrice RP, mais ce soir tu es juste le bras. Laisse les adultes parler. » Il ne vit pas ce qui passa dans ses yeux à elle quand il se détourna. Il était trop occupé à admirer son reflet. Il était Nicolas Delacour. Il avait gagné. Pendant ce temps, dans le Penthouse de la Mirande, l'air était différent. Là-bas, on ne riait pas. On ne parlait pas de rumeurs de marché comme on parle de météo. On travaillait dans le silence d'une opération chirurgicale. Un défroisseur ronronnait doucement. La lumière était chaude,
contrôlé. Léa se tenait sur un podium pendant qu'un couturier effectuait les dernières retouches au bas de sa robe. C'était une robe arme. Un velours rouge sang, sur mesure, structuré pour sembler royal et intimidant. Col haut, dos plongeant dangereusement. Elle ne demandait pas l'approbation. Elle prenait l'espace. Ses cheveux, désormais coupés en carrés sombres et nets, encadraient un visage dont les lignes avaient été sculptées, non pas pour séduire, mais pour trancher. La femme brisée de l'hôtel miteux n'existait plus. À sa place, une statue de vengeance. Stéphane de Valmont entra avec une petite boîte de velours. Il portait un smoking qui coûtait plus que la voiture de Nicolas, coupé avec cette élégance sévère des hommes qui n'ont pas besoin de prouver qu'ils possèdent la pièce, ils la possèdent parce qu'ils y sont. Tout le monde est en position, dit-il calmement. Mon équipe juridique est sur place. La presse a été prévenue qu'une annonce majeure arrive. Le piège est prêt. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, un collier de diamants et de rubis. La pierre centrale était un rubis gros comme un œuf de caille, sombre comme du sang séché. Le cœur Valmont, dit Stéphane en le fixant autour du cou de Léa. Léa sentit le poids froid de la pierre sur sa peau, comme une promesse. Notre grand-mère a porté ça pour rencontrer la reine en 1952. Et toi, tu le portes pour détrôner un paysan. Léa se regarda dans le miroir. Elle se reconnut à peine. Sa voix sortit en un souffle. Je suis terrifié, Steph. Et s'il voit à travers moi? Et si je m'effondre? Stéphane la saisit par les épaules et la retourna vers lui, fermement. Il ne verra pas Léa, l'épouse qui l'a maltraitée. Il verra Léa de Valmont, la coprésidente de Vent Noir. Il est aveuglé par sa cupidité. Il ne voit que le chéquier, pas la main qui tient le stylo. Il lui tendit son bras. Ce soir, on ne fait pas que gagner. On réécrit l'histoire. Tu es prête à reprendre ce qui est à toi? Léa inspira. Elle revit la pluie contre la fenêtre de l'hôtel. Les années de crédit volé. Le rire de Nicolas quand il l'avait renvoyé. La sensation d'être effacé. Ses yeux se durcirent. Allons tout brûler. Le grand palais explosa de flashs et de murmures dès l'arrivée des invités. Les projecteurs découpaient les silhouettes en fragments de prestige. Le tapis rouge déroulait sa promesse, si vous marchez dessus, on vous regarde comme si vous comptiez. Nicolas et Chloé avancèrent, sourire prêt, geste calibré. Nicolas saluait comme un politicien, absorbant l'adoration. Chloé s'accrochait à son bras, essayant d'exister à côté de lui sans le dépasser. Sa robe argentée captait la lumière, mais son visage, lui, cherchait déjà l'approbation. Les journalistes tendirent des micros. Monsieur de la Cour, est-il vrai que le deal vaut 5 milliards? Nicolas, quelle est la suite pour le visionnaire du siècle? Nicolas rayonnait. Le deal est historique, dit-il à un reporter des Échos. Il prouve que la vraie innovation ne peut pas être stoppée. De la Cour technologie, c'est l'avenir. Il croyait à chaque syllabe comme on croit à une religion qu'on a inventée soi-même. Puis, à l'entrée, quelque chose se fissura. Un silence tomba. Les cris se turent. Les têtes se tournèrent comme attirées par une force invisible. 4 DS9 noirs s'arrêtèrent au bord du trottoir. Un convoi trop propre, trop net, trop lourd. Le genre de présence qui ne demande pas l'attention, elle la prend. La portière de la première voiture s'ouvrit. Stéphane de Valmont en sortit. La foule inspira. Stéphane était un fantôme. Il apparaissait rarement en public. Sa seule présence annonçait un événement qui allait dépasser le cadre d'une soirée mondaine. Mais ce fut la personne qui l'aida à descendre qui coupa le souffle à tout le monde. Léa posa le pied sur le tapis rouge. Elle ne salua pas. Elle ne sourit pas. Elle marcha avec cette grâce létale des gens qui n'ont plus rien à demander. Sa robe rouge était une éclaboussure de violence sur la pierre grise. Le rubis à son cou attrapait la lumière comme un œil. On entendit les chuchotements se propager. C'est qui? La compagne de Stéphane? Non, regarde. Ils se ressemblent. En haut des marches, Nicolas plissa les yeux. Il reconnut Stéphane de Valmont grâce aux magazines économiques. Une chaleur de triomphe lui monta dans la poitrine. Le faucheur légendaire était venu.
Il était venu pour lui. Pour entériner sa consécration. Mais la femme. Il sentit une démangeaison étrange à l'arrière du crâne, cette sensation désagréable quand le cerveau reconnaît quelque chose que l'orgueil refuse d'admettre. Il y avait un rythme dans sa démarche. Un angle du menton. Un quelque chose de familier. Il balaya l'idée. Léa devait être en train de nettoyer des tables quelque part. Cette femme était une déesse. Elle respirait la richesse. Stéphane et Léa montèrent les marches. La foule s'écarta comme une mère qui obéit. Nicolas s'avança, main tendue, sourire prêt pour les caméras. Monsieur de Valmont. Quel honneur. Vraiment. Bienvenue dans le futur. Stéphane regarda la main. Puis le visage de Nicolas. Il ne serra pas la main. Il sourit seulement, une courbe froide et prédatrice. Monsieur de la Cour, dit-il doucement, je crois que vous connaissez ma coprésidente. Elle supervise l'audit technique de vos dossiers. Stéphane s'écarta. Léa se retrouva face à Nicolas. Ses talons la mettaient presque à hauteur de ses yeux. Elle le fixa. Ses yeux bleu glace qu'il avait regardés comme un objet inutile. Bonsoir, Nicolas, dit-elle. Sa voix était différente, plus basse, plus tranchante. Mais l'intonation était la même. Nicolas se figea. Son sourire vacilla. Ses paupières battirent trop vite. Il regarda le rubis. Puis ses yeux. Léa, souffla-t-il, le mot s'échappant comme un râle. Ce soir, je préfère Madame de Valmont, répondit-elle assez fort pour que Chloé entende. Chloé lâcha sa pochette. Elle frappa le sol dans un bruit sourd. Madame de Valmont ? Balbutia Nicolas, le cerveau déraillant. Mets-toi l'hôtel. On entre ? Le coupa Léa, d'une voix dégoulinante d'ennui. On a beaucoup de papiers à signer, et je détesterais faire attendre la presse. Ils adorent les belles histoires. Elle passa près de lui. Son velours traîna sur ses chaussures italiennes, comme une insulte lente. Nicolas resta sur place un instant, paralysé, tandis que les photographes capturaient ce qu'il sentait déjà être un moment historique, le roi de la tech qui a l'air d'avoir vu un fantôme. À l'intérieur, le Grand Palais n'était pas seulement un lieu. C'était une déclaration d'immortalité. Sous la verrière, une lumière dorée faisait briller le champagne et les bijoux comme si tout avait été conçu pour célébrer l'excès. L'air sentait le parfum cher, mélangé au champagne glacé. Des serveurs glissaient comme des ombres, portant des plateaux de caviar et de coupes. Nicolas se tenait près d'un bassin, entouré de têtes qui hochaient, d'investisseurs qui souriaient, de gens payés pour être là. Son smoking bleu nuit était parfait. À son poignet brillait une Patek Philippe Nautilus, une montre qui coûtait plus que l'enfance qu'il prétendait avoir dépassée. Il la consultait toutes les 3 minutes, non par souci du temps, mais parce qu'il aimait voir les reflets. Chloé, à son bras, était belle et fragile. Ses yeux sautaient partout, cherchant le regard de quelqu'un qui lui dirait qu'elle appartenait à cette pièce. Le patron de Capital Risque regarde ici, chuchota TL. Nicolas sirota son champagne. Qu'il regarde. Dans 1 heure, il ne fera pas que regarder. Il suppliera pour entrer. Ce soir, ce n'est pas une fusion, Chloé. C'est un couronnement. Il balaya la salle. Des gens sérieux, des journalistes tech, des administrateurs de grandes banques, des célébrités mineures. Tous venus pour assister à la vente de la cour technologie avant Noir Capital pour 5 milliards. Un journaliste s'approcha, caméra en retrait. Monsieur de la Cour, un mot avant la signature. Qu'est-ce que ça fait d'être l'unique architecte de l'algorithme Égide ? Nicolas ajusta son nœud papillon et afficha son sourire parfait. C'est humble, vraiment. Vous savez, tant de nuit, seul dans le noir, juste moi et le code, bâtissant l'infrastructure numérique qui protégera le monde occidental. Ça demande une fortitude, une vision singulière que peu possèdent. Il y croyait. Et c'était cela, le plus terrifiant. Depuis 3 ans, il avait répété le mensonge si souvent qu'il avait réécrit sa propre mémoire. Il avait oublié Léa voûtée sur le clavier. Il avait oublié le café qu'il lui apportait pendant qu'elle corrigeait ses erreurs de syntaxe. Dans son esprit, il était le génie. Puis le bourdonnement des conversations mourut. Un silence se propagea depuis l'entrée,
vague lente mais implacable. Les verres se baissèrent. Les têtes se tournèrent. Nicolas fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Le président est là. Les portes s'ouvrirent. Le silence tomba comme un poids. Stéphane entra d'abord. Il ressemblait à un orage enfermé dans un smoking. Grand. Massif. Puissance de vieille fortune. Il marchait avec une canne, non par nécessité, mais comme un signe d'autorité. Mais personne ne regardait Stéphane. Il regardait la femme à son bras. Léa entra comme une reine revenant d'exil pour exécuter des traîtres. Sa robe rouge profonde semblait artérielle. Le corsage était structuré comme une armure, la jupe coulait comme du feu liquide. À son cou, le cœur Valmont captait la lumière, un œil rouge froid braqué sur la foule. Chloé serra le bras de Nicolas si fort qu'il eut mal. « C'est qui » siffla-t-elle. Nicolas plissa les yeux. Son cerveau refusait d'assembler les pièces. Il voyait les yeux noisettes. Intelligent. Perçant. Il voyait ce menton, cette façon de tenir la tête. Le même geste qu'elle faisait au dîner quand il se moquait d'elle, le même geste quand elle refusait de céder. Mais le contexte était impossible. Cette femme était le pouvoir. Cette femme était la richesse. Cette femme ne pouvait pas être la souris qu'il avait expulsée. Ce n'est pas possible, murmura-t-il, l'estomac chutant. Stéphane et Léa avancèrent. La mère humaine s'écarta. Ils ne s'arrêtèrent pas pour saluer les banquiers. Ils ne sourirent pas aux journalistes. Ils marchèrent droit vers Nicolas. À mesure qu'ils approchaient, l'air sembla se refroidir. Léa s'arrêta à 1 mètre de lui. « Bonsoir, Nicolas, dit-elle. » La voix était la même, mais sans chaleur. La voix d'un juge lisant une sentence. Léa étrangla Nicolas, comme si le prénom brûlait dans sa gorge. « Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu es entré? » J'ai été invitée, répondit-elle, sourire sans yeux. Je crois que vous attendez la coprésidente de Vent Noir pour contresigner l'acquisition. Nicolas cligna des yeux. Oui, mais où est-elle? Léa ne bougea pas. Elle est devant vous. Stéphane intervint, voix grave, roulante. Permettez-moi de vous présenter ma sœur, Léa de Valmont, anciennement connue sous le nom de Léa Dubois, et pour une brève période malheureuse Léa Morel. La coupe de champagne glissa des doigts de Nicolas. Elle se brisa sur la pierre dans un bruit sec, comme un coup de feu. Le liquide éclaboussa ses chaussures, mais il ne bougea pas. « Ta sœur » Halta-t-il, regardant Stéphane puis Léa comme s'il cherchait un endroit où accrocher sa réalité. « C'est un mensonge. Tu es une orpheline. Tu n'as rien. » Léa fit un pas de plus, envahissant son espace. « Je n'avais rien parce que j'ai choisi de construire quelque chose avec toi, dit-elle. J'ai caché mon nom pour tracer ma route. Je voulais être aimé pour moi, pas pour la fortune Valmont. Et tu m'as montré ce que valait cet amour, n'est-ce pas ?» Chloé s'avança, tremblante. « Nicolas, qu'est-ce qui se passe? C'est la consultante que tu as virée ?» Léa tourna lentement les yeux vers elle. Pas de colère. De l'ennui. La robe est Versace, n'est-ce pas? Collection automne 2023. Un peu datée, tu ne trouves pas? Et elle tire terriblement aux coutures. Chloé halta, ramenant sa pochette sur sa poitrine comme un bouclier. Stéphane consulta une montre de poche. Nous avons un timing. La présentation commence dans 5 minutes. J'ai confiance, votre démonstration technique est prête. Nicolas hyperventilait. Son monde basculait. Mais son instinct de survie s'accrocha à la seule chose qu'il savait faire, vendre. Passer la démo. Obtenir la signature. L'argent transféré, il disparaîtrait. Il achèterait une île. Il s'échapperait. Oui, balbutia-t-il. Bien sûr. Tout est prêt. Léa inclina légèrement la tête. Parfait. J'ai hâte de voir ton code en action, Nicolas. On dit qu'il est révolutionnaire. 10 minutes plus tard, Nicolas était sur la scène. Derrière lui, un écran gigantesque. Devant lui, une mer de visages riches et curieux.
Il agrippa le pupitre. Ses mains tremblaient si fort qu'il verrouilla ses coudes pour les stabiliser. La sueur glissa dans son dos. Dans la salle, les lumières baissèrent, plongeant l'audience dans une pénombre qui rendait tout plus grand, plus dramatique. La verrière au-dessus ressemblait à un ciel artificiel. Au premier rang, Stéphane et Léa étaient assis, baignés par l'éclat de la scène. Léa le regardait avec la concentration d'un rapace au-dessus d'une proie. Nicolas avala sa salive. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, la voix vacillante, avant de se racler la gorge. « Bienvenue. Ce soir, de la Cour Technologie présente le futur. » Il cliqua sur une télécommande. Le logo métallique du projet Égide apparut. Dans un monde de menaces cyber où nos données valent plus que l'or, il nous faut un bouclier. J'ai construit Égide pour être ce bouclier. Un algorithme adaptatif polymorphe, qui apprend des attaques en temps réel. Le mensonge glissa facilement. Il l'avait répété trop souvent pour qu'il résiste. Et les mots, devant une foule, avaient ce pouvoir dangereux, ils deviennent vrais pour ceux qui ont envie d'y croire. Nicolas se sentit reprendre souffle. Mais les mots sont bon marché, dit-il avec un sourire qui se voulait charmeur. Voyons-le en action. Je vais lancer une attaque DDoS de niveau 5 et une attaque malware sur notre serveur local, et Égide va la neutraliser instantanément. Il tapota la tablette. Sur l'écran, une visualisation de l'architecture serveur apparut. Des lignes rouges se jetèrent sur un noyau bleu. « Regardez », ordonna Nicolas. Le système détecte l'anomalie. Le noyau bleu pulsa. Les lignes rouges reculèrent. La foule murmura, impressionnée. Ça fonctionnait. Nicolas expira. Il allait s'en sortir. Il allait sortir vivant de cette scène. Il allait signer. Il allait disparaître. Au premier rang, Léa ouvrit sa petite pochette en velours. Elle n'en sortit pas un téléphone. Elle sortit un appareil Flip 0, modifié, avec une antenne à fort gain. Elle leva les yeux vers Nicolas. Leurs regards se verrouillèrent. Elle articula un seul mot, sans son. Adieu. Et elle appuya sur le bouton central. Sur l'écran, le noyau bleu ne cessa pas seulement de combattre. Il vira à un violet malade, violent. Le bourdonnement de la sono fut remplacé par un sifflement aigu. Des invités portèrent les mains à leurs oreilles. Un frisson traversa la salle. Nicolas se raidit. Quoi? Qu'est-ce que? Il tapota la tablette, frénétiquement, comme si appuyer plus fort pouvait réparer un mensonge. Juste un petit problème audio, mesdames et messieurs. Une seconde. Mais ce n'était pas un glitch. Le code à l'écran commença à se défaire. L'interface élégante se dissout, révélant des lignes de commande brutes. Puis du texte apparut. Pas tapé. Estampé. En lettres massives. Défaillance critique du système. Dérogation non autorisée. Clé de licence révoquée. Le sang quitta le visage de Nicolas. Arrêtez ça! Hurla-t-il vers l'arrière. Coupez le flux. Coupez la vidéo. L'équipe technique bougeait, mais ses gestes étaient inutiles. Il n'avait aucun contrôle. Parce que Léa ne passait pas par l'habillage. Elle parlait directement au noyau du logiciel. Le texte s'effaça. Un nouveau message apparut et défila lentement, pour que personne ne rate un mot. Auteur du code source, vérification. Scan. Syntaxe biométrique. Auteur identifié, Léa de Valmont. Utilisateur actuel, Nicolas Delacour. Accès refusé. Erreur. Vol de propriété intellectuelle détecté. La salle tomba dans un silence si épais qu'il semblait vivant. Des centaines de personnes fixaient l'écran, puis Nicolas. Nicolas restait pétrifié. Il avait l'air d'un homme qu'on vient de dépouiller en plein jour. Sa bouche s'ouvrit, et sa voix sortit dans le micro, chaude, tremblante. Non, quelqu'un a piraté. Elle l'a piraté. Il pointa un doigt tremblant vers Léa, comme un enfant accuse l'orage. Elle me sabote. Arrêtez-la. Léa se leva. Elle n'avait pas besoin d'un micro. Sa voix coupa l'air, net. Je ne l'ai pas piraté, Nicolas.
J'ai activé le Deadman Switch. Je l'ai écrit dans la sous-routine de la couche de chiffrement il y a 3 ans. Ligne 40 000. Tu sais ce que dit la ligne 40 000 ? Nicolas la regardait, bouche ouverte, incapable de répondre. Il ne savait pas. Il n'avait jamais lu le code. Il ne savait même pas lire le C++. Léa avança vers les marches de la scène. Elle dit que si la propriété administrative de ce logiciel est transférée sans l'autorisation biométrique de la créatrice au moins, le code s'autodétruit. À l'écran, des lignes de code commencèrent à s'effacer à une vitesse folle. Des gigaoctets disparaissaient en secondes. On aurait dit un incendie numérique. Nicolas cria, la voix brisée. Tu détruis le produit. Ça vaut 5 milliards. Léa leva la tête, et sa maîtrise craqua enfin en fureur juste. Arrête. Ça ne vaut rien. Parce que c'est à moi. Tu n'as pas construit ça, Nicolas. Tu m'apportais du café pendant que je le construisais. Tu allais en soirée pendant que je déboguais. Tu couchais avec ta directrice RP pendant que j'optimisais le noyau. La foule aspira. Des téléphones se levèrent. Des directs se lancèrent. Sur les écrans des invités, des notifications explosèrent. Sur Twitter, un hashtag montait déjà. Stéphane se leva lentement. Il monta vers les marches et tendit à Léa un dossier qu'il tenait depuis le début. Léa le prit et le lança sur la scène. Les feuilles se dispersèrent aux pieds de Nicolas comme des cendres. Nicolas haletait. C'est quoi, ça ? Stéphane parla sans micro, et pourtant sa voix remplit l'espace. Ça, monsieur de la Cour, c'est une copie de l'accord d'indemnisation et de fraude que vous avez signé la semaine dernière. Clause 7A. Nicolas baissa les yeux, incapable de comprendre ce qu'il lisait. Ou peut-être incapable d'accepter. Stéphane récita de mémoire, comme s'il lisait une condamnation. Si le vendeur falsifie la propriété de la propriété intellectuelle, le vendeur accepte de payer une pénalité égale à la valorisation proposée de la vente, afin de couvrir les dommages, le temps perdu et les coûts d'enquête pour espionnage corporate. Nicolas tomba à genoux. Ses jambes lâchèrent. Comme si son corps avait compris avant son esprit. 5 milliards, murmura-t-il, la voix d'un homme qui tombe dans un puits. Je n'ai pas 5 milliards. Léa descendit un pas et le regarda de haut. Elle avait l'air d'une statue rouge au-dessus d'un homme qui se défaisait. On sait, dit-elle. C'est pour ça qu'on a déjà exécuté une saisie sur tes actifs. Tous. Nicolas cligna, paniqué. Mais mes actions. Saisie. Le mas à Gordes. À nous. Stéphane ajouta, avec une politesse glaciale. Et le yacht reprit il y a 1 heure à Cannes. Nicolas tourna la tête, hagard. Les investisseurs se détournaient. Les journalistes tapaient frénétiquement, comme s'ils avaient peur que l'histoire s'échappe. Nicolas chercha Chloé. Il vit seulement le dos de sa robe argentée. Elle sprintait vers la sortie, poussant un serveur, disparaissant dans la nuit. Elle ne s'était même pas retournée. Nicolas sanglotait, les larmes ruinant son bronzage artificiel. Vous ne pouvez pas, je suis Nicolas de la Cour, je suis un visionnaire. Léa monta sur la scène. Les flashs crépitèrent, capturant l'image que tout le monde allait voir au matin, la reine en rouge debout au-dessus du roi qui pleure dans la poussière. Elle se pencha et approcha ses lèvres de l'oreille de Nicolas. Tu n'es pas un visionnaire, Nicolas, murmura-t-elle. Tu es un utilisateur. Et ton essai gratuit vient d'expirer. Elle se redressa et regarda l'équipe de sécurité de Stéphane, postée sur le côté. Elle hocha une fois la tête. 2 gardes massifs montèrent sur scène et saisirent Nicolas par les bras. Ses jambes traînèrent. Il se débattit, paniqué. Lâchez-moi. Je veux mon avocat. Appelez Maître Moreau. Appelez le cabinet Beaumont et Associés. Stéphane leva son téléphone. Maître Moreau est au téléphone avec nous, là, tout de suite. Il dit qu'il met fin à votre représentation immédiatement. Un détail à propos d'un chèque d'honoraires sans provision. Nicolas hurla, un son animal, tandis qu'on le tirait hors de la scène. Son smoking se froissa, sa cravate se tordit, sa dignité partit en fumée. Ses cris résonnèrent sous la verrière jusqu'à ce que les lourdes portes se referment. Un long silence suivit.
Puis Léa se tourna vers l'assemblée. Elle ne s'excusa pas. Elle ne rapetissa pas. Elle marcha jusqu'au pupitre, toucha la tablette, et réinitialisa l'écran. Le logo du groupe Valmont apparut. Sa voix sortit stable, maîtrisée. Je m'excuse pour la théâtralité. Mais au groupe Valmont, nous croyons en la transparence. Le logiciel Égide sera relancé le mois prochain sous sa propriété légitime. Nous sommes impatients de travailler avec ceux d'entre vous qui valorisent l'intégrité plutôt que l'image. Elle jeta un regard vers Stéphane. Il fit un salut imaginaire. Et quelque chose se produisit dans la salle. D'abord, un applaudissement isolé. Puis un autre. Puis une vague. Les applaudissements montèrent, roulant jusqu'au tonnerre. Léa sentit, pour la première fois depuis 10 ans, qu'elle n'était plus une ombre. Elle était le soleil. Et elle comprit qu'elle n'avait pas seulement récupéré son entreprise. Elle avait récupéré son âme. La chute de Nicolas Delacour ne fut pas un déclin lent. Ce fut une chute libre. Dans les 48 heures qui suivirent le gala, la machine juridique du groupe Valmont se mit en mouvement avec la précision d'une guillotine. La clause d'indemnisation et de fraude que Stéphane avait citée était inattaquable. Nicolas avait signé un accord en affirmant détenir une propriété intellectuelle qu'il ne possédait pas légalement. Il avait commis une fraude d'entreprise d'ampleur massive. Les titres furent impitoyables. Le Monde, de l'or au plomb, le mensonge à 5 milliards. Challenge, de licorne à carcasse, comment Nicolas Delacour a tout perdu en une nuit. Nicolas se retrouva assis dans le bureau de maître Nathanaël Moreau, au cabinet Beaumont et Associés. Mais l'atmosphère avait changé. Plus de whisky rare. Plus de sourires rassurants. Moreau ne leva même pas les yeux de son dossier. Nous devons vous lâcher, monsieur Delacour. Nicolas cligna, comme s'il n'avait pas entendu. Vous me lâchez ? Il avait l'air hagard. Il n'avait ni dormi ni changé depuis le gala. Ses mains tremblaient. Je vous paie un forfait de 50 000 par mois. Vous ne pouvez pas. Moreau leva enfin les yeux. Son regard était froid. Vos actifs sont gelés. Le chèque a été rejeté ce matin. Le groupe Valmont a obtenu une injonction d'urgence à 9 heures, et ils ont une saisie sur tout. Le mas à Gordes, le duplex à Annecy, les comptes aux îles Caïmans, même votre voiture. Le mot percuta Nicolas comme une gifle. Ma voiture ? Les dépanneurs remorquent l'Aston Martin du parking pendant qu'on parle. Vous êtes insolvable, monsieur Delacour. Et, franchement, vous représenter est un risque pour la réputation du cabinet. Veuillez partir. Nicolas se leva comme un somnambule. Il sortit. Dehors, il pleuvait encore. Un écho cruel du jour où il avait renvoyé Léa, persuadé que la pluie serait toujours pour les autres. Il glissa la main dans sa poche pour sortir son téléphone et appeler un VTC. L'écran était noir. Service suspendu pour non-paiement. Il resta sur le trottoir, la pluie traversant sa veste de smoking froissé, réalisant avec une lenteur d'horreur qu'il n'avait même pas de quoi payer un ticket de métro. 2 semaines plus tard, le démantèlement physique de la vie de Nicolas Delacour commença. La vente aux enchères de ses effets personnels fut organisée pour couvrir une partie de la dette due avant Noir Capital. Ce n'était pas seulement une procédure. C'était un rituel d'humiliation. Une façon de montrer au monde que l'homme qui se croyait intouchable pouvait être démonté pièce par pièce, devant témoins, comme un décor qu'on démonte après la dernière représentation. Léa n'y assista pas. Mais elle regarda le direct depuis son nouveau bureau. L'ancien bureau de Nicolas. On avait retiré ses œuvres d'art moderne prétentieuses. Les murs avaient été repeints dans des tons chauds, dominants, acajou et or, comme si la pièce elle-même avait changé d'allégeance. Sur l'écran, le commissaire-priseur leva la première vitrine. Lot 45. Une Cartier Santos en platine. J'entends 20 000 ? Léa regarda, sans ciller. Elle vit partir sa collection de montres. Ses clubs de golf sur mesure. Sa cave à vin. Même des meubles qu'elle avait choisis pour leur maison et qu'il avait fini par appeler « mon goût à moi », comme s'il avait toujours été seul dans cette histoire. Tout se vendait à des inconnus. Puis la caméra pivota vers le fond de la salle. Un remous. Des voix qui montaient. Une agitation qui ne faisait pas partie du script.
Une femme se débattait, tenue par la sécurité. C'était Chloé. Elle ne ressemblait plus du tout à la créature brillante pendue au bras de Nicolas sur le yacht à Cannes. Ses racines étaient visibles, son maquillage coulait, et sa voix n'était plus séductrice, elle était hystérique. « C'est mon collier. Il me l'a donné. Vous n'avez pas le droit de le vendre. » Le vigile répondit d'un ton neutre, presque lassé. « Il a été acheté avec des fonds détournés de l'entreprise, madame. Il appartient au créancier, maintenant. » Chloé hurla encore, mais on la traîna vers la sortie. Léa coupa le son. Puis elle éteignit l'écran. Elle attendit ce qu'on attend dans ces moments-là, la joie, la dopamine, l'euphorie de la victoire. Mais rien ne vint. À la place, une sensation étrange. De la propreté. Comme si on avait enfin frotté une tache incrustée dans un tapis. Ce n'était pas un travail agréable. Mais c'était nécessaire. La porte s'ouvrit. Stéphane entra, portant 2 cafés achetés à un petit chariot de rue, ceux que Léa aimait avant que Nicolas ne lui interdise de boire, selon lui, cette eau sale de pauvre. Stéphane posa un gobelet sur son bureau. « Je me suis dit que tu en aurais besoin. » Léa leva les yeux. « Tu as vu ?» Stéphane hocha la tête. « Oui. » Il prit une gorgée. Chloé a tenté de vendre son histoire à une presse à scandale hier. Le monstre que j'ai fréquenté. Elle a essayé de se peindre en victime de sa manipulation. Léa resta silencieuse, attentive. « Ils l'ont publié ?» demanda-t-elle. Stéphane secoua la tête. « Non. J'ai acheté les droits pour une somme très modeste. Et j'ai enterré l'histoire. Elle a assez d'argent pour un ticket de bus vers l'endroit d'où elle vient, mais elle signe une clause de confidentialité. Elle disparaît. Elle ne deviendra pas célèbre en te détruisant. » Pour la première fois depuis longtemps, Léa sourit réellement. Un sourire chaud, humain. « Tu penses à tout. » Stéphane répondit simplement. « Je protège ma famille. » Il fit une pause, puis son regard se durcit d'un cran. « Il reste une dernière chose. Le transfert définitif du titre de l'entreprise. Le conseil attend. » La confrontation finale ne se produisit pas dans un tribunal. Elle se produisit dans le hall du siège de Delacour Technologies, bâtiment qui portait désormais un autre nom, Valmont-Dubois Technologies. Léa quittait les lieux en fin de journée, flanquée de 2 agents de sécurité. Elle portait un trench coat par-dessus un tailleur strict, et son allure était celle d'une PDG. Pas parce qu'on lui avait appris à jouer un rôle. Parce que le rôle lui appartenait désormais. Elle avançait vers la voiture qui l'attendait, une DS9 noire, quand une silhouette sortit de derrière un pilier. Nicolas. Il était méconnaissable. Il avait perdu du poids. Son visage était mal rasé. Ses yeux étaient rouges, injectés de sang, sauvages. Il portait un survêtement bon marché et des baskets usées. Il se jeta vers elle. « Léa !» Les agents de sécurité se déplacèrent aussitôt, le bloquant, main prête sur le holster. « Reculez, monsieur. » Léa leva une main. « Ça va. Laissez-le parler. » Les agents reculèrent d'un pas, mais restèrent tendus comme des fils. Nicolas regardait Léa, ses yeux courant entre son visage et la voiture, et l'écart entre eux sembla soudain gigantesque. Un gouffre de 10 kilomètres. « Léa, dit-il, la voix se brisant. J'ai besoin d'aide. Je n'ai nulle part où aller. Mes amis ne prennent plus mes appels. Je dors dans un centre d'hébergement près de la gare de l'Est. On m'a volé mes chaussures hier soir. » Léa baissa les yeux vers ses pieds. Il portait des baskets dépareillées. Elle releva le regard. « Je suis désolée d'entendre ça, Nicolas, dit-elle d'un ton égal. » Il eut un sursaut, comme si ce calme était une cruauté plus grande que n'importe quel cri. « Tu ne peux pas me faire ça, supplia-t-il, les larmes montant. On a été mariés 10 ans. J'ai fait une erreur. D'accord, j'ai fait une erreur terrible. Mais j'ai construit cet endroit. J'ai des idées. Je peux être consultant pour toi. S'il te plaît, donne-moi un travail. N'importe quoi. Même au bas de l'échelle. » Et il tomba à genoux sur le marbre du hall qu'il appelait autrefois « le mien ». « S'il te plaît, Léa. Je t'en prie.
je n'ai plus rien. Léa le regarda. Elle revit les nuits où elle codait pendant qu'il dormait. Les fois où il l'appelait, point mort. Le regard qu'il avait eu quand il l'avait mise dehors. Elle sentit ses souvenirs se ranger, non pas comme une douleur, mais comme des preuves. Elle s'accroupit. Pas pour le réconforter. Pour le regarder dans les yeux. Tu te souviens de ce que tu m'as dit, Nicolas, quand tu m'as tendu les papiers du divorce? Nicolas sanglota, secouant la tête, incapable d'affronter l'écho de lui-même. Léa parla, lentement, précisément. Tu as dit que je devais rester dans l'ombre. Tu as dit que j'étais un handicap. Elle se releva et lissa son trench coat. Je ne t'ai pas pris ton argent parce que je suis cupide, Nicolas. Je ne t'ai pas pris ton entreprise parce que je suis cruel. Je les ai repris parce qu'ils n'ont jamais été à toi. Tu étais un squatteur dans la maison de mon intellect. Elle fit un signe au chauffeur. La portière de la DS9 s'ouvrit. Je ne te donnerai pas de travail, dit Léa, parce que tu n'es pas qualifié pour travailler dans mon entreprise. Puis, sans changer d'expression, elle plongea la main dans son sac et sortit un seul billet. Elle le laissa tomber sur le marbre, juste devant lui. Un billet de 20 €. Il y a un bistrot Le Relais à quelques rues, dit-elle, reprenant ses mots d'autrefois comme on retourne un couteau. On embauche des serveurs. Tu étais bon à ça, avant. Peut-être que tu peux recommencer correctement, cette fois. Elle monta dans la voiture. La lourde portière se referma, coupant le bruit de ses pleurs comme on coupe un son. Et quand la voiture s'éloigna, se fondant dans la circulation parisienne, Léa ne regarda pas en arrière. 6 mois plus tard, la salle du conseil de Valmont-Dubois Technologies bourdonnait. Le rapport trimestriel venait de tomber, et l'action avait triplé. Le lancement des JIT 2.0, correctement attribué à Léa, avait révolutionné la cybersécurité pour les banques et les hôpitaux du monde entier. Léa était assise en bout de table. Elle n'était plus seulement la sœur d'un milliardaire. Elle était un titan à part entière. Stéphane, à sa droite, affichait une fierté tranquille. L'acquisition du fabricant de puces en Silicon Valley est bouclée, annonça Léa au conseil. Nous étendons nos opérations à Tokyo et à Londres au prochain trimestre. Les membres du conseil applaudirent. Des gens sérieux. Des vétérans de grandes banques et de la finance. Et ils regardaient Léa avec un respect réel, pas un respect emprunté à un nom. Après la réunion, Léa et Stéphane sortirent sur le balcon du bureau Penthouse, au-dessus de la ville. Le soleil descendait, colorant les immeubles de reflets orange et violets. Stéphane s'appuya contre la rambarde. Tu sais, j'ai pris des nouvelles de lui. Nicolas. Léa tourna la tête, sans surprise. Il travaille dans une station de lavage à Aubervilliers, dit Stéphane. Il vit dans un petit studio. Il paie ses impôts. Il est ordinaire. Léa hocha la tête. Bien. Stéphane la regarda. Léa ajouta, simplement. Ordinaire, c'est ce qu'il a toujours été. Il portait juste un masque très cher. Elle se tourna vers lui. Je ne t'ai jamais remercié correctement, Steph. Pas pour l'argent mais pour m'avoir cru quand j'étais sous la pluie, sans rien. Stéphane passa un bras autour de ses épaules. Tu es mon sang, Léa. Mais tu t'es sauvée toi-même. Il posa les mots comme une vérité qu'on ne discute pas. Moi, je t'ai juste donné le marteau. C'est toi qui l'as frappé. Léa regarda l'horizon. Elle pensa au trajet, de l'orpheline effrayée, à l'épouse invisible, à la femme jetée, à la PDG. Elle porta la main à son cou et toucha le rubis et le cœur Valmont. Je n'ai plus peur de la pluie, murmura-t-elle. Stéphane sourit. Non. Toi, tu es la tempête. Ils restèrent là, tous les deux, au-dessus du monde, regardant les lumières de la ville s'allumer une à une comme des étoiles dans une galaxie qu'ils possédaient désormais. Le passé était une leçon. Le présent, une victoire. Et l'avenir appartenait à la femme qui avait refusé de rester dans l'ombre. Cette histoire n'était pas seulement une vengeance. C'était la reconquête de la valeur de soi. Nicolas Delacour représentait ces gens dans nos vies qui prennent notre gentillesse pour de la faiblesse, notre silence pour de la stupidité. Il croyait pouvoir extraire la valeur de Léa, jeter la personne, oublier que la source de la magie n'avait jamais été l'entreprise. C'était elle.
Le parcours de Léa prouvait que toucher le fond n'est pas la fin. C'est la base solide sur laquelle on bâtit un nouvel empire. Elle n'a pas seulement reçu l'aide de son frère. Elle a utilisé son propre génie, la chose même que Nicolas avait volée, et qui a scellé son destin. C'est un rappel puissant, on peut voler les idées de quelqu'un. On peut voler son argent. Mais on ne peut jamais voler son feu. Quand l'outsider mord, il ne laisse pas juste une marque. Il réorganise la chaîne alimentaire. Tu as apprécié cette histoire de justice karmique? Si tu as ressenti cette satisfaction quand Nicolas a été exposé sur scène, clique sur j'aime. Ça aide plus de gens à trouver cette histoire. Qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Léa? Tu lui aurais donné un travail, ou est-ce qu'il méritait le lavage auto? Dis-le en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. On publie de nouvelles histoires de drame, romances et justice chaque semaine. Merci d'avoir regardé.